Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette rencontre avec Grégory Charles. Mon nom est Billy Robinson. Je suis animateur de l'émission de télé Parole d'auteur sur les ondes de MaTV, auteur et anciennement libraire. Il me fait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité de discuter avec vous, cher Grégory. Ça fait plaisir, moi aussi. Merci de l'invitation. On est ici pour la parution de Un homme comme lui, qui vient de paraître aux éditions de la presse. Bon, c'est sûr que les gens vous connaissent comme personnalité publique, musicien, mais l'écrivain, moins connu, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu effrayant pour vous de vous livrer comme ça en tant qu'écrivain? Syndrome de l'imposteur, avez-vous ce syndrome-là, vous? J'ai pas le syndrome de l'imposteur. En même temps, si j'étais dans un avion à destination d'un pays où on nous demande de remplir une fiche quand on arrive, là, puis qu'on dit notre nom, notre provenance et notre occupation, j'aurais pas la prétention d'écrire auteur. Mais je me sens pas imposteur dans le sens où je pense sincèrement, et je veux rien enlever à ceux dont le métier, c'est ça, et qui ont développé une expertise extraordinaire. Je veux rien enlever à ça. Mais je pense que quelque part, on est tous des auteurs. Et quelque part, on devrait peut-être se considérer tous comme des auteurs, même dans les plus petits détails, dans les plus courtes missives. Il faut quand même pas oublier que pour plusieurs d'entre nous, encore je pense maintenant, quand on s'apprête là, à écrire des cartes de souhait pour le temps des fêtes, il y en a un certain nombre qui vont être des automatismes, il y en a un certain nombre qui vont être joyeuses fêtes, cling, cling, mais il y en a quand même dans ces cartes de souhait-là, dont les gens vont profiter pour transmettre des émotions, des choses qui n'ont pas été dites dans l'année, qui vont trouver peut-être plus facile de dire en profondeur avec des mots écrits. Et alors, je comprends bien qu'il y a une différence entre... On a tout plein là, d'auteurs extraordinaires qui sont... et d'autrices extraordinaires qui sont là. Je comprends bien qu'écrire une carte de souhait, c'est pas le même niveau, mais ça demeure le même geste. C'est-à-dire, bon, moi, dans mon cas, j'ai pas de prétention d'auteur, mais en même temps, je sais que j'aurais pu raconter l'histoire de ma mère et là, dans ce cas-ci, l'histoire de mon père à ma fille. J'aurais pu lui raconter. Et en même temps, il y a dans le livre ce que moi j'appelle une cassette indestructible. C'est pas éphémère. Il y a là-dedans, je pense pas qu'il y a d'autres mots, là. Il y a une cassette indestructible, il y a quelque chose qui reste. Et il y a en plus quelque chose que l'on peut à nouveau consulter dans le temps. Et je trouvais, pour ce que moi j'avais à faire, je trouvais que le livre, c'était le bon véhicule. Je suis un musicien par ailleurs. Je trouve parfois que la musique, c'est un bon véhicule. Vous l'avez d'ailleurs fait pour un hommage à votre père avec une chanson instrumentale parue il n'y a pas longtemps. Tout à fait. J'ai déjà fait, mais c'est pas la même chose. Le théâtre est une autre façon d'exprimer ça. Alors, il n'y a pas je sens pas d'imposture, mais j'ai pas de prétention non plus. J'écris assez bien pour qu'on comprenne qu'est-ce que je raconte. J'écris pas non plus n'importe comment, mais encore une fois, il y a zéro prétention. Cependant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, oui, il y a quelque chose d'effrayant. Parce que je ne suis pas sûr qu'on peut mentir aussi bien ou cacher son jeu aussi bien lorsqu'on écrit que l'on peut le faire lorsqu'on est en pleine face. D'ailleurs, c'est peut-être inutile ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois quand on parle avec des gens qu'on connaît, là, avec notre blonde, notre chum, nos amis, le nombre de fois que ça arrive dans une année où on dit quelque chose et la personne nous regarde et dit « Qu'est-ce que tu veux dire? » Et pourtant, on vient de le dire. On vient de le dire. Mais l'autre personne là, vient de saisir qu'il y a un sens derrière
ce que l'on a dit ou derrière notre face, notre faciès, il y a quelque chose derrière. Alors, évidemment, le livre, c'est l'occasion de choisir les mots pour, autant que possible, être compris. Là, moi, j'ai choisi peut-être un subterfuge. J'ai choisi, ça fait 2 fois que j'écris des livres, là. Les 2 fois, j'ai choisi de l'écrire sous la forme d'une lettre à ma fille. J'avoue, c'en est un subterfuge. C'est un peu comme dire, « Hey, si vous ne trouvez pas ça bon, inquiétez-vous pas, ça vous est pas adressé. » Mais il y a peut-être quelque chose là. En même temps, quand j'ai écrit le premier, il y a 10 ans, ma fille était tout petite. Je n'avais pas réfléchi au fait qu'un jour, elle allait lire le livre pour vrai. Et là, et évidemment, quand je disais à quelqu'un tantôt qui est arrêté au kiosque où j'étais, aux éditions de la presse, je disais à quelqu'un, quand on écrit quelque chose de relativement biographique, même si c'est à propos de quelqu'un d'autre, on est quand même en train de se dévoiler. Et alors, je n'avais pas réfléchi la première fois que j'ai fait ça. Là, en l'écrivant sur mon père, ma fille l'a quand même connu. Puis je me disais que j'allais écrire ce que son grand-père lui aurait jamais raconté, parce que mon père, à moi, était plutôt dans l'écoute plutôt que dans le... il était assez taciturne. Alors, je voulais faire ça, mais en même temps, ma fille est pas folle, elle a 11 ans maintenant, elle voit bien que dans ce que je raconte, je suis en train de lui raconter un bout de moi, puis il est là, il est too late. Il est là maintenant, je pourrais jamais feindre que c'est pas comme ça que j'ai perçu ça ou ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu. Parce que d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on en parle un peu, justement, du sujet de ce beau livre-là, Votre Père. Parti rapidement, vraiment trop rapidement, malheureusement. Ouais. Votre fille apprenait à le connaître, parce qu'elle avait quand même... Il habitait avec nous pendant des années. Ma mère, qui était atteinte d'Alzheimer, a habité avec nous aussi. Alors, ma fille, elle n'a pas été imperméable à ça, là. Elle a vu ma mère décliner... elle voyait d'ailleurs des choses que moi, je voyais plus. Moi, tout ce que je voyais, c'était une femme qui était la moitié, le quart, le 8e de ce qu'elle avait été. Puis ma fille, elle me disait, belle grand-maman. Puis je me disais, wow, elle voit quelque chose que moi, je ne vois plus. Dans le cas de mon père a eu le temps quand même de lui raconter à quel point il aimait sa femme, à quel point il aimait ma mère. Et ça lui est resté de ça, de voir. Je suis content parce que moi, je me sentais privilégié d'avoir grandi avec un homme qui aimait sa femme plus qu'il s'aimait lui-même. Je trouve ça beau de voir ce genre d'amour-là. Le voir, c'est une affaire. Se le faire raconter, c'est une autre affaire. Là, le voir enchâssé. Je vais juste ajouter une petite affaire, parce que je trouvais que mon père, ça valait la peine de raconter son histoire, parce qu'il y a une vie un peu à la Forrest Gump. Ça, c'est le fun. Mais quand j'ai choisi d'écrire ça, c'était pas comme la fin d'un projet que j'avais commencé il y a 10 ans avec ma mère. C'est aussi que j'étais dans un combat pour faire lire ma fille. Je suis comme un paquet de parents. Je suis sûr, là, il y a un paquet de parents qui sont venus avec leurs enfants là, depuis le début de ce salon du livre. Moi, ma fille, c'est une petite fille intelligente, c'est une petite fille curieuse, c'est une fille qui réussit vraiment bien à l'école. Elle écrit bien, étonnamment. Et elle jusqu'à, mettons, l'année passée, lire, c'était... Je pense qu'elle préférait se faire arracher des dents que de lire. Et le pourquoi de ça, je pense qu'il y a quelque chose d'irrépressible dans la lecture qui ne concorde pas si facilement avec la génération qui me suit, et c'est le temps. Lire, peu importe ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, peu importe ce qu'on fait avec le REM, avec toutes les autres affaires technologiques qui changent autour de nous, lire, ça continue d'être une activité qui exige de nous du temps et de l'attention. Et nos enfants, on les tient vraiment très occupés. On les tient super occupés. Ils font du tennis, des échecs, du plongeon, de l'escrime. Ils sont dans une chorale ou dans une équipe de danse. Ils font du football, du flag football. Ils sont occupés. Et la lecture continue d'être une activité qui est exigeante en temps et en effort aussi, là. Alors, c'est pas que je veux disculper les jeunes de ne pas lire, là. Juste en train de dire, c'est un défi. Et moi, ça avait été un défi pour moi aussi quand j'étais petit. J'étais très occupé, je faisais beaucoup de musique, je jouais, comme ma fille, là, je jouais du violon, puis du violoncelle, puis du piano, puis je faisais de la danse, je faisais un paquet d'affaires. Et ma mère a tout essayé pour me faire lire. Et quand je dis tout essayé, elle a éventuellement réussi.
Elle a tout essayé, là. Les bandes dessinées, les petits livres faciles d'accès qui ont 8 pages, qui ont 12 pages, qui ont 100 pages, le fantastique, l'aventure. Elle a vraiment, vraiment tout essayé. Éventuellement, elle a eu un éclair, pas de génie, de chance. Elle est tombée sur une collection de livres sur des personnages de la Renaissance. Et là, c'était... Quoi, selon vous? Je sais pas qu'est-ce que c'est qui a marché. Moi, je sais que jusqu'à 10, là, lire, c'était ouf. J'ai d'autres affaires à faire. Laisse-moi arracher mes ongles d'orteil parce que je suis occupé avant de lire. Et là, elle est arrivée avec ça, puis elle m'a dit, tu vas voir, il y a dans ces livres-là des histoires de personnages qui ont vécu une époque incroyable. Et là, ça m'a accroché. Et là, j'étais accroché. Là, j'étais accro. Là, tout le reste a découlé de ça. Alors, dans mon effort d'écrire, encore une fois, avec aucune prétention, je me disais, hey, ça va toujours bien être un sujet qui va l'intéresser, qui va la rendre curieuse. J'ai aussi fait une première version de mon livre en commençant de façon chronologique, en racontant la vie de mon père du début. Principalement parce que moi-même, j'avais peur de parler de la fin. J'avais vraiment peur de parler de la fin parce que mon père a été happé par un véhicule de déneigement. Mon père n'était pas jeune. Il avait eu un diagnostic d'Alzheimer. S'il y a des gens qui sont des proches aidants ici, vous allez comprendre, on se sent éminemment responsable de nos parents, de la même façon qu'on se sent responsable de nos enfants. Sauf que dans le cas de nos parents, des fois, ils résistent. Alors que les enfants, ils se soumettent à cette responsabilité-là. Et donc, le fait qu'il soit parti avec un accident horrible qui a été projeté 500 mètres en avant, tout ça, là, je voulais pas en parler. Et finalement, j'ai choisi, en cours de route, d'inverser toute l'écriture de ça, puis de commencer par ça. Et donc, quand ma fille a pris le livre, pas le livre, mais quand elle a pris le manuscrit, puis elle a commencé à lire, elle a pleuré sa vie. Et là, je me suis dit, c'est peut-être une bonne affaire. Parce que dans l'expérience d'un vrai bon livre, là, je parle pas nécessairement du mien, là, mais dans l'expérience d'un vrai bon livre, il y a tout. Il y a la déception, il y a l'intrigue, il y a la curiosité et il y a parfois aussi le trop-plein d'émotions. Et moi, je me rappelle dans un avion d'avoir lu La plus que vive de Christian Bobin et d'avoir pleuré ma vie assez que les agents de bord sont arrivés pour me demander si j'étais en train d'avoir un malaise, une crise d'angine, s'il y avait besoin de retourner au point de départ. Alors, dans mon geste à moi, là, ça va être la 5e fois que je le dis, là, zéro prétention. Dans mon geste, il y avait aussi le désir que ma fille accroche à tout ça. Là, c'est parti, là. Alors, je continue d'alimenter ça, comme tous les parents qui parce qu'on le sait que cette expérience-là de lecture, on l'a pas ailleurs. Et les gens qui vont dire, oui, mais quand même, notre enfant aime le cinéma ou aime le théâtre ou aime cette expérience de lecture qui fait qu'on est seul à interpréter ce que l'on lit de la façon qu'on le lit. Quand on lit un livre et que l'auteur nous explique que le personnage est blond et qui est grand, malgré tout, l'image que j'ai dans ma tête, il y a juste moi qui l'ai, cette image-là. Même si j'ai des indices, l'autre personne qui lit la même chose ne voit pas la même chose, il ne ressent pas. Et ça, cette expérience personnelle-là, il n'y a pas d'autre endroit où aller la chercher. Parce que vous parlez d'expérience personnelle, mais en même temps, ce sujet-là est quand même très universel. La perte d'un être cher. Oui. Le parcours de votre père aussi est fascinant. Je comprends. Moi, je trouve ça vraiment même surprenant qu'on n'a pas su ça de son vivant. De son vivant? Alors, je vous remercie de l'avoir fait pour votre fille, mais pour nous tous, parce qu'il y a un parcours... J'aimerais ça... Ça va être bref. Je ne veux pas vous raconter tout le livre, mais... Capable quand même de résumer ça rapidement. Mon père est né en Trinidad en 1940. Il était un de 17 enfants. Mon grand-père paternel, donc, est né sur une plantation. Il a été affranchi à l'âge de 8 ans. Bon, pour les gens qui font des calculs, là, théoriquement, l'esclavage a été aboli dans les Antilles britanniques en 1827. Mais vous savez aussi que l'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865, avec Gettysburg et la fin de la guerre civile. Et on sait pareil que 100 ans plus tard, c'était pas accompli encore. Alors, mon grand-père
né sur une plantation. À 8 ans, il est affranchi, il fait un deal avec le propriétaire de la plantation, un nom qui est assez célèbre, Appleton, ceux qui font du rhum. Et il dit, moi, je vais rester, je vais travailler gratuitement, mais est-ce que vous allez me payer des études? Il est le premier à aller à l'école. Mon père, avec ses 16 frères et sœurs, c'est celui qui donne le signal qui est peut-être le plus intéressé à l'étude et à la lecture et tout ça. Alors donc, tout le reste de la famille se cotise pour lui permettre d'aller d'abord à l'école à Trinidad. Il n'y avait pas d'université à Trinidad à l'époque. Il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Mon père étudie quand même autant qu'il le peut. En 1959, quand commence le grand mouvement de libération et d'indépendance des pays qui étaient colonisés, mon père fait partie d'un petit groupe d'étudiants qui rédige la constitution de son pays, alors qu'il n'y a pas d'éducation universitaire, là. Il y a l'éducation comme secondaire, si on veut. Alors, il fait partie de ce groupe-là qui rédige la constitution d'un nouveau pays indépendant. Il y en a plein, là. J'imagine que les gens savent qu'en 60, il y a un paquet de pays en Afrique, en Amérique du Sud, même en Asie, qui sont devenus indépendants. La famille se cotise pour envoyer mon père étudier à l'université de la Californie à San Francisco. Il s'en va étudier là. Pendant qu'il est sur le campus là, il croise un personnage relativement connu qui s'appelle Martin Luther King. Il faut dire que tout le mouvement des droits civils était extrêmement fort sur les campus universitaires. Mon père, donc, marche avec tous ces militants des droits civils dans le sud des États-Unis. Il est là à Selma, il est là à Memphis, il est là à Washington en 63 lors du Million Man March, qui était 250 000 personnes, 300 000 personnes, lors du fameux discours de Martin Luther King, qui commence son discours de façon très intello, très intellectuelle, et qui dit « On est venu ici pour cacher un chèque sur une promesse qui nous a été faite, qu'on allait être traité comme les autres. » Il y a Mahalia Jackson derrière qui dit « Tell them about the dream, tell them about the dream. » Mahalia Jackson est au-dessus de l'épaule droite de Martin Luther King. Mon père est au-dessus de l'épaule gauche de Martin Luther King, 3/4e rangée derrière. Dans les images, on le voit. Il est là, donc, à ce moment-là. Mon père est dépêché par l'équipe de Martin Luther King à Montréal pour une conférence sur les droits civils en 1965. Il vient ici à Montréal, lit le discours de Martin Luther King, répond à certaines questions. Il est à Montréal pour une soirée. Il s'en va au Copacabana, au coin de Sainte-Catherine et Peel. Mon père, 6 pieds 2, noir, anglophone, s'enfarge dans une petite madame francophone de 4 pieds 11. Et ils dansent ensemble. Ils passent la soirée ensemble. Ils s'en vont chez Benz au coin de Metcalfe et Maisonneuve. Jase. Mon père était supposé rester une soirée. Il reste 6 mois. Il la demande en mariage. Ma mère dit oui. Mon père rencontre pour la première fois dans notre petit village, à Saint-Germain-de-Grande-Tame, ma grand-mère maternelle. Quand il rentre dans la maison de mes grands-parents, ma grand-mère ne lui dit pas bonjour. Et là, pendant un instant, il se dit, ils n'ont pas vu beaucoup de noirs ici dans ce village-ci, à côté de Drummond. Elle lui dit pas bonjour, mais elle le regarde et elle dit Hey, man. Hey, elle venait de voir le film Lilies of the Field avec Sidney Poitier. Quand mon père lui dit qu'il connaît Sidney Poitier, un autre militant pour les droits civils, c'est l'amour fou. Mes parents se marient en 1977. Mon père, donc, comme plein d'immigrants, attend plusieurs années des équivalences pour ses études faites aux États-Unis. Je le dis comme ça, c'est pas une critique d'un parti, c'est une critique générale du temps que ça prend pour que les gens qui viennent ici reçoivent des équivalences pour leurs études. Je dis pas s'il avait fait son cours aux îles Galapagos, qui sont pas reconnues pour leur force universitaire, mais c'était quand même l'Université de la Californie à San Francisco. Toujours est-il qu'il s'en va dans le secteur hospitalier, travaille dans le secteur hospitalier. Mon père arrive donc ici en 1965. Il se marie en 1977. Il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi là, qui sont ici, mais il y en a que je soupçonne d'avoir passé la ménopause. Et donc, les années 60, ce sont des années d'effervescence qu'il y a ici. Mon père arrive ici au moment où il y a un grand vent d'émancipation du Canadien français, du Québécois. On a tendance, dans la population, je dirais, domestique, la population locale, à penser que tous les immigrants viennent ici et ont envie de recréer ici ce qu'ils ont connu ailleurs. Alors que c'est peut-être vrai pour un certain nombre. Mais pour la vaste majorité, ils arrivent ici avec un bagage et choisissent d'être ici pour une bonne raison.
parce que c'est un pays de liberté, parce que c'est un endroit aussi de culture, d'ouverture. Mon père arrivait des États-Unis. Vous comprenez bien qu'aux États-Unis, quand mon père a marié ma mère, dans 40 des 50 États, le mariage entre un homme noir et une femme blanche était illégal, ce qui n'était pas notre situation ici. Alors, mais toujours est-il que mon père se lie d'amitié avec un paquet d'autres immigrants qui viennent du Portugal, qui viennent de Grèce, qui viennent de pays africains, qui viennent d'Amérique du Sud. Dans la majeure partie des cas, des gens qui ont fui ou qui ont quitté des régimes totalitaires, des régimes tyranniques et qui faisaient partie des freedom fighters, dans le fond, de leur propre pays. Fait que qu'est-ce que vous pensez? Quand ils arrivent ici, en pleine effervescence du Québec, ils sont loin de se dire « Ah ben là, nous, on vient d'arriver ici, là, vous allez quand même pas nous écœurer avec votre mouvement d'émancipation. » Au contraire, ils se mettent à rêver, eux aussi, à quoi peut ressembler la nouvelle République qui est souhaitée ici. C'est ça qui les anime. Et en plus, disons-le, ils ont tous l'expérience de cette émancipation-là parce qu'ils l'ont vécu, dans le cas de mon père, dans son propre pays et dans cette marche pour les droits civils. Alors, c'est pas étonnant que mon père, tout anglophone et tout noir qu'il ait été, ait adopté avec énormément d'enthousiasme ce mouvement, je dirais pas sur le plan nécessairement politique, mais ce mouvement d'émancipation, de liberté, d'indépendance. Et donc, a milité pendant toutes les années 70, politiquement, avec le Parti québécois, avec tous ceux qui imaginaient une république à leur image. Et pas du tout réfractaire à l'idée de la langue non plus, parce que mon père était parfaitement conscient de l'importance de la langue et de la culture dans l'identité des gens. Totalement ouvert à ça. Bon, avec les années 80, ça n'a pas fonctionné aussi bien que les gens qui militaient pour ça le souhaitaient. Et le regard a été très sévère envers les immigrants. Je ne suis pas sûr que c'était justifié de dire que si ça n'a pas marché, c'était de la faute des riches, des immigrants. En tout cas, ça a été vraiment difficile à digérer. Et en plus, mon père travaillait dans le domaine de la santé. Puis, je ne sais pas si vous savez ce qui se passe maintenant, là, les députés de l'Assemblée nationale qui se votent une augmentation pendant qu'ils serrent la vis au milieu public. Là, bien, c'est arrivé aussi sous René Lévesque au début des années 80. Et ça a rendu toute la situation extrêmement difficile. Alors, mon père et tous ses amis qui venaient d'ailleurs, des Danois, des Grecs, des Portugais, des Espagnols, ils se sont réhabilités quelque part dans le service communautaire. Ils sont devenus des acteurs communautaires. Mon père a participé à la fondation du Centre des jeunes de Côte-des-Neiges, du Centre de la communauté noire Côte-des-Neiges, du CECI, qui est un organisme qui est dédié à l'accueil et à l'intégration des immigrants qui arrivent d'ailleurs. Mon père a appris le français en, je dirais, 9 mois, parce que ma mère lui enseignait une chanson en français par jour. Et elle apprenait pas, mettons, les chansons... Ma mère, c'était pas son genre de prendre « Oh, soleil, soleil ». Elle était dans l'intensité de... Fait que je pense que la première chanson que mon père a appris, c'était la valse à 1000 temps de Jacques Brel. Il y en a du mot dans cette affaire-là. Et donc, mon père, donc, a obtenu ses équivalences d'études à la fin des années 70. Il était là depuis 65. Là. À la fin des années 70, le rendu à la fin des années 70, il aurait pu recommencer une carrière. Mon père avait étudié en orthopédie. Il aurait pu recommencer une carrière en orthopédie, mais il y avait un enfant. Il y avait un enfant qui faisait de la musique, qui avait besoin d'instruments de musique. À la place, il a continué dans son domaine. Il était devenu à ce moment-là là, membre de la direction de l'hôpital général juif et il a vécu toute cette vie-là. Alors, malgré tout ça, là, il était là à ce moment-là, il était là à ce moment-là, il était là à ce moment-là. Malgré tout ça, son fait d'arme principal, c'est qu'il a aimé une femme plus que le reste de l'univers. Et tout ce que ça veut dire. Quand ils se sont mariés et qu'ils ont dit pour le meilleur, pour le pire, bien, le pire, ça a été 14 ans de déclin de ma mère, pendant lesquels mon père a été là comme un paladin. Ça ne s'explique pas à quel point il a été dédié et fort. Et donc, vous comprenez qu'en ayant vu ça, je comprends. Encore une fois, s'il y a des proches aidants parmi vous, là, on comprend. On comprend ce que ça représente d'abandon de soi, de sentiment de responsabilité et tout ça. Et dans tout ça, avec tout ce que j'ai raconté, mon père ne jugeait pas les autres. Il m'a répété combien de fois quand j'étais petit qu'on
qu'on ne juge pas les gens sur leurs erreurs, on les apprécie pour leurs meilleures intentions. C'est ça qu'il faut. On les apprécie pour leurs meilleures intentions. Alors, il était toujours à l'écoute de l'autre. Combien de centaines de gens m'ont dit « Ton père m'a prêté de l'argent quand je suis arrivé au pays. Ton père m'a offert ma première job quand je suis arrivé. » C'était ça. C'était un homme d'exception. Et alors là, je me disais que je ne pouvais pas raconter ça à ma fille. En partie pour la responsabiliser. Parce qu'une fois que tu sais quelles sont les épaules sur lesquelles tu te tiens, bien, tu te sens un peu plus responsable. Il faut que tu fasses quelque chose avec ta vie, faire quelque chose qui sert. Et j'avoue, le premier livre que j'ai fait au sujet de ma mère, il était vraiment pour ma fille. Celui-ci, en l'écrivant, je me disais un peu, peut-être que si mes concitoyens lisent ça va un peu changer leur perspective. Entre autres sur l'immigration. Mon père a choisi de vivre ici parce qu'il a trouvé ici une terre d'accueil extraordinaire. En échange, ici, le Québec a accueilli un citoyen extraordinaire. Et c'est donnant, tout ça. Et je trouve que dernièrement, on a beaucoup parlé d'immigration. On en a beaucoup parlé en statistiques. Combien on en veut, combien on en a besoin, combien on est capable d'en intégrer, combien on est capable d'en loger, combien. Et l'immigration, c'est plus que des statistiques. Et c'est plus que combien on en veut dans la main-d'œuvre, c'est plus que ça. Et là, j'engage pas mon père dans ce que je vais dire maintenant, mais d'abord, ici, sur ce territoire, à moins de faire partie d'une des Premières Nations, on est tous des immigrants. On est plus ou moins arrivés à un quelconque moment, on est tous des immigrants. Et le lieu où on est a gagné de toutes ces immigrations-là. Et de mon vivant, on a accueilli une imposante communauté haïtienne et communauté sud-américaine. Et à mon avis, on a de cette immigration-là gagné beaucoup. Je parle de Québec beaucoup. Moi, j'étais kid au primaire quand notre directrice d'école est venue nous dire que le Québec allait accueillir les premiers boat people. Et qu'elle nous disait, si vous avez de la place chez vous, d'ici à ce qu'il se trouve un appartement, faites-le nous savoir. Puis, bon, alors nous, on a accueilli, à ce moment-là, je n'étais plus en campagne, j'étais dans Huntsic, on a accueilli une famille de 4. Bon, en échange de cet accueil, de gens qui ne parlaient pas français, soit dit en passant, là, ils étaient un peu francophiles parce que les Français ont été présents là, en Eurasie, mais en échange de ça, et là, ça va être un peu gros ce que je veux dire, là, mais en échange de ça, 2 générations plus tard, on a des pharmacies, on a des ingénieurs, on a qui, soit dit en passant, sonnent comme nous en plus de ça. Ils n'étaient pas obligés, là, mais ils sonnent comme nous. On a gagné tellement souvent en étant ouverts. On ne s'est pas posé la question quand des beaux bébés sont arrivés. Ouais, on va être capable d'en intégrer combien? On a besoin de combien? On ne s'est pas posé cette question-là. On a été ouverts, cette ouverture-là. De la même façon, dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, on a accueilli ici un important contingent de gens qui venaient des Caraïbes. Des Noirs qui étaient allés se battre pendant la Première Guerre mondiale, puis se sont rendus compte que finalement, t'es pas si bien traité que ça. Puis là, ils ont décidé de venir vivre ici. Il y en a une ribambelle qui ont décidé de venir vivre ici, dans Pointe-Saint-Charles, dans Saint-Henri, qui ont travaillé comme bagagistes sur les chemins de fer, comme bagagistes, comme porteurs, comme toutes ces choses-là. Ils sont établis dans Pointe-Saint-Charles, dans Saint-Henri. En échange de l'accueil qu'on leur a donné, eux, ils sont installés là. Ils ont ouvert des petits cabarets dans lesquels ils faisaient du jazz. Ils ont créé Oscar Peterson et Oliver Jones. Ils ont multiplié leurs cabarets où il n'y avait pas juste des gens noirs qui allaient là, il y avait aussi des Canadiens français qui allaient là. Ils ont même, ces noirs-là de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, ouvert des cabarets avant que les Canadiens français décident de commencer à ouvrir des cabarets et faire leur propre musique. Là, vous allez peut-être trouver ma conclusion trop rapide. Mais 100 ans plus tard, la Ville de Montréal a arguably le plus important festival de jazz au monde. Pensez-vous que ça, c'est l'héritage de la Bolduc? Non! C'est l'héritage de cette gang-là de gens qui sont venus s'établir ici. On a gagné en contenu, en culture, parce qu'on a été ouvert. Alors, dans le récit de mon père, je souhaitais... des fois, quand je dis des choses comme ça, les gens disent « Ah, tu veux faire de la politique, tu veux te présenter. » L'affaire que j'ai le moins envie de faire, c'est de faire de la politique. Mais en même temps, j'ai envie de mettre la lumière sur « on gagne
quand nos portes sont ouvertes. On gagne quand nos portes sont ouvertes. Et oui, il y en a peut-être des gens qui arrivent d'ailleurs puis ils veulent juste recréer leur chez eux. Mais j'ai envie de dire, la vaste majorité qui arrive d'ailleurs et qui sont ici, je le sais, là, j'ai fait combien de cérémonies d'investiture de citoyenneté. On m'a demandé il y a plusieurs années de faire ça. Là. Je fais ça. Hey, combien d'enfants j'ai pris dans mes bras et de gens qui viennent de n'importe où dans le monde, qui me donnent leur enfant, qui me disent, c'est pour elle qu'on est ici. Eux, ils savent que leur rêve personnel est probablement pas pour se réaliser. Eux, ils étaient journalistes dans leur pays en Amérique du Sud. Probablement qu'ils vont plus faire ça. Probablement qu'ils vont nettoyer des tables puis faire le ménage. Probablement. Mais ils disent, je suis venu ici because ma petite, mon petit. Et ça, quel cadeau à faire en retour du cadeau que nous offrons, qui est le fait que, sans être parfait, on est un endroit extraordinaire, si loin de Dieu et si près des États-Unis, mais vraiment extraordinaire. Oui, parce que d'ailleurs, à un moment, j'imagine qu'il y a eu un éclair où ce que... En fait, ma question est plutôt, à quel moment vous avez réalisé que ce récit-là, très intime, devenait peut-être un récit peut-être plus politique, plus... En fait, je voulais pas du tout qu'il soit politique. Puis, je le dis d'ailleurs, je dis, Julia, je suis pas un historien et je suis pas un politique non plus. Je veux pas t'endoctriner. Je fais juste te raconter ce que j'ai vu. Je vais juste te raconter, de ma perspective à moi, qu'est-ce que ton grand-papa a vécu. Je vais juste raconter ça. En même temps, quand on fait ça, qu'on donne du contexte, je ne suis pas en train de lui dire, voici, c'est la vérité. Je suis en train de lui dire, voici ce dont j'ai été témoin, c'est ça. Et ça n'a rien de plus que ça comme valeur. Mais quand j'ai raconté à ma fille, pour la première fois, que notre plus vieil ancêtre connu du côté de mon père, c'est une femme qui a été capturée probablement au Sénégal, dans le centre de l'Afrique, et qui ensuite de ça a été jetée, c'est vraiment le cas de le dire, là, à l'île de Gorée, jetée sur un bateau, et qui est arrivé aux États-Unis, qui a d'abord été esclave en Alabama, et ensuite de ça, sa famille s'est déplacée d'Alabama à la Louisiane. Bon, éventuellement, quand je lui ai raconté ça la première fois, je lui ai dit, ça, là, c'est notre plus vieil ancêtre qu'on est capable d'identifier du côté de ton grand-papa, là, de mon père. Elle est arrivée ici en 1705. On est capable de recenser, elle est arrivée ici en 1705. Et je dis à ma fille, par ailleurs, mon plus vieil ancêtre du côté de ma mère, donc mon plus vieil ancêtre blanc, c'est un gars qui s'appelait Jean Martin, qui était adolescent, qui était soldat dans l'armée de Louis XIV, et il s'est dit, mes chances de survie au front sont probablement pas meilleures que mes chances de traverser puis de m'en aller en Nouvelle-France et là, aller affronter le temps, la violence, etc. Alors, et il s'est installé à Sorel. Il a vécu jusqu'à dans les 70. Et là, je lui dis, ce voyage-là, il l'a fait en 1705. Et là, ma fille de me dire, ce sont deux périples parallèles. Après ça, je ne suis pas embarqué pour dire, oui, mais il y en a une qui est arrivée en chaîne, puis l'autre est arrivée pas de chaîne, mais avec pas beaucoup de choix non plus. Bon. Et là, pour elle, de voir ce parallèle-là, d'après moi, c'est le contexte dont elle a besoin pour mieux comprendre ceux qui sont passés avant elle, puis peut-être aussi vouloir participer à la suite, pas juste subir la suite ou observer la suite, mais participer à faire de ce monde que je trouve, de ce lieu où on vit, là, ce petit coin du monde où on vit, que je trouve extraordinaire, en faire un coin plus extraordinaire. Et dans le métier d'auteur, d'écrivain, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez découvert sur vous-même? Ah ben là, je peux dire tout de suite que, à mon avis, tout auteur qui dit qu'écrire, ce n'est pas un geste thérapeutique, d'après moi, c'est parce qu'ils ne sont pas attentifs. Parce que c'est sûr qu'une fois que tu couches sur le papier une idée vraie, là, je parle pas de faire semblant, à bas les masques, là, je veux dire, à partir du moment où tu es assez lucide pour exprimer quelque chose de vrai, c'est sûr que le geste de l'auteur, c'est un geste thérapeutique. Moi, j'avoue,
avant d'écrire ce livre-là, je l'avais encore sur le cœur, la façon que mon père est parti. Je l'avais encore sur le cœur, je sentais encore une énorme responsabilité. Ça ne s'est pas complètement dissipé, ça s'est pas complètement évanoui, mais en même temps, quand on raconte une histoire comme celle-là, ce qui ressort, c'est moins la peine que le privilège. Je me sens extrêmement privilégié d'avoir grandi avec ces deux personnes-là, ma mère et mon père. Et j'aurais envie de dire à l'ensemble de mes concitoyens, si vous êtes capable d'écrire votre histoire et celle de ceux qui sont passés avant vous, faites-le. Sinon, les conclusions que la génération va porter sur eux et sur elle, après, manque de relief. Si vous n'êtes pas capable d'écrire, ou si c'est une affaire que vous trouvez trop long, trouvez une autre façon de raconter ça. Faites un album photo, faites un scrapbook, écrivez une toune, faites n'importe quoi, mais il est clair que la génération qui nous suit a besoin de ce contexte-là. Et là-dessus, je veux juste dire une autre chose. J'ai un chien. Bon, je pourrais m'arrêter là, vous allez dire pourquoi il parle de ça. J'ai un chien, j'ai jamais voulu avoir de chien de ma vie. J'ai jamais voulu avoir de chien. Pas le temps d'avoir un chien, c'est trop... Bon, mais ma fille voulait avoir un chien pendant la pandémie, alors j'ai un chien. C'est pas elle qui a un chien, c'est vraiment moi qui ai un chien. Notre éleveur avec lequel on a travaillé nous avait dit, il va faire 30-35 livres, il en fait 80. Alors ma fille ne peut pas se promener avec parce qu'il l'amènerait dans le milieu de la rue. Puis bon, alors j'ai un chien. Pourquoi je vous parle de mon chien? Je vous parle de mon chien parce que je suis content de l'avoir finalement. Parce que je vis une expérience avec lui dont je me doutais pas. D'abord, moi, quand j'étais petit, je voulais avoir un chien. Ma mère disait toujours, c'est une bonne idée, on devrait en parler. On en a juste parlé toute ma jeunesse. Mais là, mon chien, je l'ai vécu tantôt, là, avant de m'en venir ici. Je suis sorti avec lui, je lui ai donné à manger, on a un lien d'affection. Je fais comme, baba, il s'appelle Samba, c'est un chien portugais, et je lui fais signe que je m'en vais. Et là, il me regarde. Bon, je sais ce qui se passe quand il me regarde comme ça. Quand il me regarde ça, il veut dire, OK, tu t'en vas, puis moi, je ne vais pas avec toi. Donc, tu me laisses ici avec les deux filles, là. C'est ça. Et je sais que ça ne paraît pas maintenant, parce qu'on vient d'aller dehors, mais éventuellement, je vais encore avoir besoin. Est-ce que tu reviens? Et je sais que tu m'as nourri juste là, mais tantôt, je vais avoir faim. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il est inquiet. Il me regarde, c'est pas je t'aime tellement que ta présence rayonnante, j'en ai besoin dans la vie. Non, parce que si je reste, il va juste se coucher et dormir. Bon, fait que c'est vraiment une inquiétude. Si mon chien pouvait, au parc à chiens, jaser avec d'autres chiens de ça, puis que les autres chiens pouvaient lui dire « Ah, tu t'inquiètes pour rien, là. » Il s'en va, mais il doit avoir une activité. Tu sais comment il est baisé? Il doit avoir une activité, il va revenir après. Mais mon chien n'a pas le bénéfice d'avoir cette conversation-là avec un autre chien qui va lui dire « Inquiète pas, il s'en vient. » Mais nous, les êtres humains, nous, c'est ça qui nous distingue du reste des êtres vivants. C'est pas qu'on est vite, c'est pas qu'on est fort, c'est pas qu'on est inventif. C'est vrai qu'on est inventif, mais checkez le monde animal, vous allez voir, eux autres aussi sont capables de se débrouiller. C'est pas ça qui nous distingue. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité de partager notre expérience avec l'autre. Et donc, sans lui épargner totalement la misère, la douleur, la peine, on peut, par notre expérience, donner quelques points de repère, quelques trucs, quelques avenues pas des voies d'évitement, mais des avenues de sortie pour mieux vivre une situation qui arrive. On ne peut pas l'éviter, mais on peut donner ça. Moi, là, le nombre de fois que j'ai raconté à des gens ce que je vivais avec ma mère dont la santé déclinait, et à l'inverse, entendre des histoires des autres, ça ne change pas la douleur, mais on dirait que ça la rend plus digestible, parce qu'on se dit, je ne suis pas tout seul à vivre ça. Ah, puis vous avez ce truc-là, vous avez décidé de faire ça? Moi, essayé ça, moi aussi. Ça. Alors, j'ai l'air de tourner en rond, là, mais en bout de ligne, quelles sont nos façons de partager nos expériences avec l'autre? Bien, autour d'un café, autour d'un bon repas, on peut faire ça. On peut le faire de façon plus subtile, par un tableau. Je suis sûr que les gens qui ont regardé Guernica comme faux doivent avoir compris l'essentiel. Bon. Et là, je nomme ce tableau, il y en a un paquet.
On peut le faire à travers l'expérience théâtrale. Parce que quand on va voir les lettres de la religieuse portugaise, par exemple, bien, on comprend bien la gravité de la situation, puis aussi le manque d'options possibles. Mais y a-t-il un meilleur véhicule pour partager son expérience que le véhicule du livre? Il est là. Et donc, je reviens à ce que je disais, on a la responsabilité de raconter à ceux qui nous suivent ce qui s'est passé avant. Pas nécessairement pour qu'ils soient d'accord, mais pour qu'ils apprécient mieux. Et tantôt, je parlais d'immigration, j'ai envie de vous dire ceci. On est, à mon avis, très, très sévère avec les immigrants qui arrivent ici et qui arrivent de pays, par exemple, où, mettons, je donne à titre d'exemple, la situation de la femme n'est pas rendue au même niveau où c'est rendu ici. By the way, le combat n'est pas fini. Hein? Je vais me mêler de ce qui me regarde là, et pas trop parler de ça, mais n'empêche que les pays qu'on considère des fois arriérés, ils ont déjà élu comme chef de pays. Ils ont déjà élu des femmes. Nous, on a eu Kim Campbell qui était là vers la bande, puis on n'a pas fait ça encore. Puis on a eu une autre première ministre pendant un an et demi, 2 ans. Puis alors, je dis pas, c'est pas une question d'être d'accord avec ce qu'elle a fait ou pas, mais mon Dieu que ça a été dur à gérer. Puis, by the way, l'équité salariale ici au Québec, pays très évolué en rapport avec les femmes, on nous annonce que c'est pour 2060. Fait que, si vous restez après l'entrevue, là, vous m'expliquez comment ça nous prend jusqu'en 2060 pour obtenir l'équité. Fait que le combat n'est pas fini. Mais n'empêche que c'est vrai. On est plus évolué en rapport avec la situation de la femme qu'ailleurs. On est très sévère avec ceux qui arrivent d'ailleurs puis qu'on considère que, bon, on dit qu'ils sont arriérés sur la situation de la femme. Mais si on prenait juste un instant pour voir où on était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Et moi, là, je ne suis pas si vieux que ça, là, mais les religieuses avec des capines, là, puis les choix des filles qui étaient de devenir prof ou infirmière ou comptable, là, ça fait pas 200 ans de ça. Alors, si nous, on était davantage conscients de qui nous étions il y a juste une génération avant, peut-être que, hey, on ne déciderait pas de reculer, mais peut-être qu'on serait plus indulgent, ou peut-être qu'on, plutôt que de critiquer, on s'assoirait et on dirait « Hey, sais-tu quoi? Ce que tu me racontes, là, c'est fini, on ne fait plus ça ici, là. » Mais on a déjà été là. Et si on entreprenait ce dialogue-là, bien peut-être que nos camarades, je donne juste un exemple, peut-être que nos camarades haïtiens qui arrivent ici pourraient nous éduquer sur le respect de la mère, qu'on a un peu perdu ici, parce qu'ils arrivent avec ça, eux, culturellement. Puis là, j'ai pris cet exemple-là, là, mais il y a un paquet d'autres exemples. Moi je milite pour ça. Je milite pour qu'on soit moins intransigeant avec ceux qui arrivent et beaucoup plus, pas juste inclusif pour être inclusif, beaucoup plus conscient de leur réalité et conscient de la nôtre et de ce qu'était notre réalité il n'y a pas si longtemps. Regardez un épisode sur YouTube de Femmes d'aujourd'hui pour le fun. Okay? Vous allez voir à quel point c'est nous, ça, pour vrai. C'est nous autres. Et c'est pas au 19e siècle. Là. Ça, c'est dans les années 60 et 70. Là. Bon, c'est ça. Alors, vous aurez compris que j'avais encore plusieurs dizaines de questions, mais qu'on n'a plus le temps. Grégory, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Merci de cette invitation. Ce livre-là est effectivement extrêmement touchant. C'est un homme que j'aurais aimé rencontrer et que j'ai la chance maintenant de l'avoir rencontré. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous. Merci pour votre attention, tout le monde. Merci beaucoup.